attendez, je vais vous faire voir. Vous voyez, donc c'est ça, toute la série des objets, voilà, les empilements. À chaque fois, vous voyez, voilà une planche, c'est avec une autre version, avec des empilements d'objets. Il y a des thèmes différents, vous voyez, des objets tout transparents, très blancs, très en lumière. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter Claude Courtecuisse, qui est un designer français. Donc, il était venu chez XXO et il nous avait pas mal parlé de son travail. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il nous avait confié pas mal de choses. Il n'y a pas très longtemps, on l'a revu. Il a récupéré ses affaires, on a rediscuté. Et puis, je m'étais dit, tiens, quand même, Claude, c'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, mais c'est une personne importante. C'est quelqu'un qui a pas mal défriché, entre autres dans le plastique, et qui a mis des méthodes au point. C'est un artiste assez complet qui a passé sa vie dans le domaine artistique, mais aussi, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup donné de sa personne. J'espère que ça vous intéressera, j'en suis même sûr, et je vous dis à bientôt. Et j'habitais à Cachan et dans un immeuble et dans la rue, qui était une rue goudronnée. Je dessinais avec une craie sur le goudron et après je montais au 3e étage pour regarder mes œuvres. Donc je dessinais, oui, oui. Et puis mon père a certainement été frustré dans sa formation, puis il a eu une très belle aventure industrielle, mais il dessinait très bien et il a fait quelques peintures donc que j'ai, et ça veut dire qu'il avait du talent. J'ai eu d'ailleurs une expérience pédagogique, c'est l'école de Crolly. C'était une méthode d'éducation active qui échappait à l'ordre. Et on était 10 garçons, 10 filles. On n'avait plus les cours traditionnels, on avait des tables, on était tous les uns autour des autres. On dessinait beaucoup, alors là, moi, ça m'allait. Cette méthode, certainement, avait voulu me remettre en question les codes établis. Ça m'a certainement aidé. Et je me suis retrouvé aux arts appliqués et j'ai eu une formation artistique qui m'a permis après même de continuer faire le professorat et d'enseigner. J'étais passionné par l'aventure qui allait se produire à chaque fois que je me confrontais à un étudiant. Et le déclic qui fait qu'à un moment, il y a révélation. Ça, c'est un grand plaisir de l'enseignement. J'habitais à Tourcoing à l'époque, mais dans la Lille, il y avait une cartonnerie qui s'appelait les Cartonneries du Nord. Je suis allé les voir et puis je leur ai demandé est-ce que vous pourriez me passer, voir avec eux des feuilles de carton. Et chez moi, j'ai taillé. L'idée d'avoir fait des sillons de carton, c'était comment arriver à faire une performance avec un matériau reconnu comme fragile, à pouvoir recevoir un corps, et qui a été une réussite puisque j'ai eu le prix de la SAD par cette création. Et je l'ai présenté à Malraux, et alors évidemment vous avez tous les journalistes qui étaient là. Asseyez-vous mon ministre, asseyez-vous mon ministre. Et alors il s'est jamais assis. Moi j'étais une frayeur, mais il aurait pu s'asseoir sur mes sièges en carton, il n'y avait pas de problème. C'est vrai qu'on s'est rencontrés autour du design. Moi j'avais récupéré ces chaises, et donc comme j'ai la chance de vous connaître. J'avais envie que vous nous parliez de ces 2 chaises que j'ai la chance d'avoir. Écoutez, c'est vrai que c'est une aventure, car à l'époque, je rêvais effectivement de faire un siège en matière plastique. Et la deuxième, c'était également la faire en fibre de verre. Le seul problème de la fibre de verre, c'est que vous aviez une face lisse, et derrière, vous aviez l'assemblage de la matière plastique qui était rugueuse. Bon, moi, m'étais interrogé en disant que c'est quand même un échec, c'est pas parfait. J'ai eu la chance de rencontrer dans mon entourage dans le Nord, à Lille, quelqu'un qui s'appelait Monsieur Spinetti, qui faisait du thermoformage. Il faisait des petits conditionnements pour les chocolats, les gâteaux. Thermoformage, c'est simplement, vous mettez une feuille à l'horizontale, elle est chauffée, en dessous, vous avez un moule, il s'élève et après vous avez une aspiration sous vide, la feuille vient se mettre sur le moule. Et j'ai trouvé ça remarquable, j'ai dit mais si on le faisait à l'échelle d'un siège, on aurait l'avantage c'est d'avoir les 2 faces lisses. Et puis une mise en œuvre quand même moins importante. Quelque part au niveau des coûts c'était intéressant. C'était très intéressant, ouais. Surtout que le siège pouvait s'empiler, ce qui était très pratique. Et je me suis retrouvé en Italie
pour apporter mon modèle et le mettre au point. Et c'est l'agence Cataneo qui a fait les premières versions. Alors il y avait eu auparavant le fameux siège Mercurio qui lui était d'une conception là aussi fait par Cataneo. La version classique c'est celle-là. Et l'année d'après j'ai exposé la fameuse chaise avec la tête de Terence Stamp. Le film que je vois de Théorème m'apparaît comme une représentation sociale. Cette mutation, ce film et son contenu me semblait être en harmonie avec la mutation dans laquelle on était. Il va y avoir mai 68 au milieu, hein. C'est pas innocent, hein. On va défiler dans les rues, moi non. J'étais dans les défilés aussi, hein. C'est une remise en question de la société. Et ce bouleversement va avoir aussi une conséquence dans le territoire de la production. Par exemple, Prise Unique. Prise Unique va apparaître dans cette période où il va faire des objets de luxe au prix du pauvre. Et j'étais admiratif. J'ai eu la chance que mon siège n'a pas été créé pour Prise Unique, mais a été sélectionné dans un des catalogues de Prise Unique, le siège Apollo. Ça a été dans mon travail de designer, peut-être une des pièces les plus importantes. Quand vous le démontez, vous avez les tubes qui se défont, les sièges des coussins, et vous avez un carton qui n'est pas plus grand que ça, et vous l'emportez sous le bras. Donc on pouvait emporter son siège sous le bras en l'ayant acheté à Prise Unique. C'était quand même une invention, je dirais. Quand vous faites le Mercurio Terence Stamp, c'est déjà une sculpture. Je m'interrogeais, selon certainement ma nature, à toutes les formes de création. Le territoire, à un moment du dessin, est apparu, et notamment ce que j'appelle les grands dessins. C'était une révélation parce qu'il y avait tout un scénario et une pratique. 1, aller chercher une référence. 2, voir comment elle pouvait, à un moment, se traduire dans sa mise en forme. 3, l'exécuter. Et une écriture faite avec un outil archaïque qui est le fusain, le charbon, c'est-à-dire le premier outil de la préhistoire. Voilà. Oui, ce sont les séries des dessins qui ont le format de la table qui est de 2,20 m sur 150. Là, ce sont les séries qui appartiennent à un catalogue. J'ai été regarder la peinture, Mariage à la Vierge Raphaël. Vous voyez une très belle scène et devant cette architecture qui est en perspective. Bon, Raphaël, il l'a peint comme ça. Moi, j'ai remonté à l'envers, j'ai remonté le temps, puisque cette architecture qui n'a été que dessinée, je l'ai mise en système possible de construction. Vous voyez, j'ai fait aussi à droite des bocaux. C'était donc des versions qui n'étaient plus des versions prises dans l'histoire de l'art, mais dans le quotidien. Et je les mettais en conflit, en confrontation. Des objets de banalité, on ne les regarde pas. Si jamais on les met l'un sur l'autre, on les regarde. Tout est là. J'ai eu l'occasion de me retrouver au Centre Pompidou, et d'où le fait que j'avais, entre-temps, fait des séries d'empilement qui montraient les variantes les plus multiples qu'on pouvait faire avec des objets. Tantôt des objets hétérogènes, tantôt des objets de même famille, tantôt des objets transparents. J'ai utilisé d'ailleurs ma culture de design dans des commandes publiques de paysages. J'étais invité dans un paysage qui était du côté des Vosges, qui était en déclinaison. J'ai fait des structures tubulaires qui se réglaient au point de vue hauteur, de telle façon que la terre qui était dans les bacs soit impeccablement à l'horizontale. C'était une provocation, il y avait du jeu. Mettre l'horizontalité dans un paysage en déclinaison. Je crois que je ne suis pas un artiste du plein, je suis un artiste de la fragilité, de la mobilité, de l'air. J'ai été d'ailleurs responsable lorsqu'il y a eu la création du FRAC dans Pas-de-Calais. Il y a eu 3 options, dont j'ai défini 2 options. Voilà, c'est le design et la photographie. La 3e était l'art. Dans la gravure de Dürer, on voit un ange mélancolique parce qu'il quitte le Moyen-Âge avec son autorité religieuse et on va vers la Renaissance puisque l'homme devient centre du monde. D'où l'apparition d'ailleurs dans la représentation de l'espace de la perspective, car la perspective est une représentation du monde par rapport à l'œil de l'homme.
et non pas avec tous ces ornements de la peinture moyenâgeuse. Et d'où le fait que j'ai voulu faire référence, en prenant donc le fameux polyèdre, qui est une construction géométrique magnifique. Et à partir de là, je l'ai mis en miroir pour qu'elle capte l'univers. Et je me suis promené, baladé, déplacé dans des lieux les plus hétérogènes, les plus divers, où j'ai photographié. Je l'ai photographié comme symbole, captant l'univers dans lequel nous sommes actuellement en mutation. Le fait qu'on a une planétarisation de la communication, de ce que j'appelle l'hypercommunication, qui permet certainement de développer le cerveau, la matière grise, d'une façon plus amplifiée. Quand je vois des fois des enfants qui ont 4-5 ans qui ont un smartphone parce qu'ils jouent avec ou autre, mais quand je vois déjà tout ce qui se passe et tout ce qu'ils font dessus, on n'est pas du tout au même étage que ma génération. Qu'est-ce qu'elle va produire comme conscience sociale, humaine, émotionnelle et forcément par extension politique? Qu'est-ce qu'elle va produire? C'est une interrogation.